La suite du grand journal de Radio J à écouter sur notre podcast téléchargeable gratuitement. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes journaliste politique et nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre dernier livre que je montre à la caméra juste devant moi, Les tyrannies de l'épidémie, paru chez Fayard. On va y revenir dans un instant, Christophe Barbier, mais je voudrais d'abord qu'on dise un mot sur En toute franchise. Tous les matins désormais à 8h30, on vous retrouvera sur Radio J pour l'interview politique de la matinale de notre radio. En quelques mots, Christophe Barbier, quelle couleur allez-vous donner à cette nouvelle émission politique ? On va essayer de créer une interview courtoise, sans agressivité, mais assez dynamique, et qui puisse alterner le commentaire de l'actualité politique nationale, même politicienne, parce que parfois ça a un certain charme, mais aussi de la réflexion depuis Paris, depuis les politiques parisiens, sur ce qui se passe au Moyen-Orient, et toute cette articulation géopolitique qui accompagne en ce moment l'épidémie, mais généralement toute notre actualité. Et qui intéresse évidemment beaucoup nos auditeurs. Vous avez notamment interrogé ce matin votre invité sur la récente décision de la Cour pénale internationale. C'est aussi ça qui va faire la différence, qui va vous permettre en toute franchise de se distinguer d'autres moments d'interviews politiques des matinées sur les autres médias ? Oui, c'est ça, c'est d'avoir une attention particulière pour les faits d'actualité qui passent un peu inaperçus sur les médias plus généralistes, mais qu'on va essayer de débusquer pour les proposer aux auditeurs de Radio J, sans non plus faire l'impasse sur ce qui fait aussi le sel de la vie politique, c'est-à-dire une farouche bataille pour le pouvoir. Évidemment. Christophe Barbier, ce nouvel essai « Les tyrannies de l'épidémie », il a justement pris naissance d'une certaine manière ici à l'occasion d'une série d'émissions ou de chroniques que vous aviez confiées à l'époque Alexis Lacroix pendant le premier confinement. Pourquoi avoir décidé d'éclairer cette crise multidimensionnelle à la lumière du théâtre ? Ma première surprise a été de voir, quand on a fait cette série de chroniques pendant le premier confinement, puisqu'on ne pouvait plus faire du critique théâtre à la radio, il n'y avait plus de spectacle, ça a été de voir le nombre de pièces, et de pièces connues, et d'auteurs très connus, dans lesquels l'épidémie avait un rôle vraiment dominant. C'est-à-dire que soit l'épidémie était le sujet de la pièce, l'état de siège de Camus, jeune massacre du Ionesco, soit l'épidémie était le ressort caché de la pièce. Édipe roi de Sophocle. C'est parce qu'il y a la peste à Thèbes que Édipe enquête sur son passé et découvre les crimes qu'il a commis. Mais aussi Roméo et Juliette. Parce que c'est parce qu'il y a la peste en Italie que les moines ne pouvant pas circuler, Roméo n'est pas prévenu que Juliette a fait semblant de mourir et que en fait elle est simplement endormie. Et quand il la voit, il croit qu'elle est morte, il se suicide. Donc l'épidémie m'est apparue comme un moment dramatique particulier. Je me dis c'est bizarre, pourquoi ? Et en fait, je me suis rendu compte que les auteurs de théâtre, comme souvent, avaient remarqué l'articulation du discours du pouvoir. Le pouvoir, quand il y a une épidémie, eh bien, en profite pour un peu plus opprimer son peuple, au nom de sa sécurité, et il sollicite pour ça les médecins et les fonctionnaires. Et ça, vous le voyez en Grèce antique, vous le voyez avec Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Édouard Philippe et Jérôme Salomon. Et cette permanence-là m'a un peu surpris. Et vous vous amusez d'ailleurs dans le livre de comparer certains passages de Camus, notamment, qui iraient très très bien dans la bouche d'un Christophe Castaner. Exactement. 75 ans plus tard, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots et c'est la même manière de mettre les chiffres terrifiants d'une épidémie, le langage médical toujours un peu mystérieux, un peu inquiétant, de mettre tout cela au service d'un projet politique. Le contrôle de la population, de ses actes, de ses déplacements, encore une fois pour son bien. Il ne s'agit pas de les enfermer comme des prisonniers, mais pour son bien, lui demander de renoncer d'elle-même, cette population, à certaines libertés. Et c'est ce que nous avons fait. Oui, parce que vous parlez non seulement de contrôle, mais d'autocontrôle. C'est-à-dire que nous avons tout à fait librement accepté, notamment de télécharger ces attestations, de nous autocontrôler pour le bien, évidemment, individuel et le bien de la collectivité, mais sans forcément que le pouvoir soit derrière nous pour contrôler systématiquement. Exactement. Nous avons été convaincus, nous n'avons pas été opprimé pour le faire. Personne n'est rentré chez lui à 18h avec un soldat qui lui poussait du bout de sa baïonnette. Nous nous sommes autodisciplinés, c'est-à-dire que nous sommes tombés un peu du côté de la servitude volontaire, chère à Étienne de la Boétie. C'est nous qui avons intégré, d'abord parce qu'on avait peur du virus, et on a raison, c'est un virus très méchant, on avait peur pour nos proches, mais on avait aussi un peu peur du pouvoir, et puis on avait peur du contrôle social. Je ne veux pas être celui qu'on va regarder de travers parce que je serai rebelle. Et toutes ces peurs cumulées ont donné un peuple, des peuples, parce que tout l'Occident a été concerné, des peuples extrêmement soumis, serviles et disciplinés. Alors encore une fois, 2 mois, 3 mois pour arrêter une épidémie, c'était justifié et on n'a aucun regret de l'avoir fait. Mais ça, c'était le premier confinement.
Maintenant, on a des masques, on a le vaccin qui arrive, on a un regard sur l'épidémie un peu plus fin. On constate qu'il y a un coût de cette attitude à long terme. Notre économie va être en ruine, la jeunesse a des problèmes psychologiques, les études des étudiants sont mises en pâture. Eh bien, tout ce coût à long terme, on commence seulement à le prendre en compte maintenant. Pendant les 6 premiers mois, c'est à l'aveugle qu'on a obéi. Et donc, on voit que la question se pose. Il ne s'agit pas de devenir des rebelles stupides et d'enlever notre masque pour aller dans le métro, ça ne rimerait à rien. Mais il faut interroger le pouvoir sur l'équilibre toujours à préserver entre la liberté, qui a été rognée, l'égalité, qui a peut-être été portée trop loin dans cette épidémie, et la fraternité. De ce côté-là, on peut s'en féliciter. Nous avons été un peuple fraternel. Mais est-ce qu'en situation de guerre, Christophe Barbier, il n'est pas normal de se soumettre à l'autorité qui, on l'espérait en tout cas, avait un peu plus d'informations que nous et de recul sur la situation gravissime qui touchait la France, mais aussi la planète? Quand on est en guerre, il faut de la discipline. La discipline est la force principale des armées, dit le livret militaire. Mais et ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron a utilisé le mot de guerre, et vous le rappelez. Bien sûr, mais quand on dit nous sommes en guerre, c'est pour que la population se porte aux barricades, dans les tranchées, que comme l'armée de 1792, on aille aux frontières arrêter l'ennemi. Que nous a demandé le pouvoir? Nous étions en guerre et le pouvoir nous dit planquez-vous. Cachez-vous, rentrez dans vos terriers. C'est un peu paradoxal. Quand il y a la guerre, on fait la guerre. Alors on a vu les soignants faire la guerre, mais nous autres, on était là pour faire la guerre? Non, on était là pour être dans la défense passive, être des planqués. Et ça me semble paradoxal. Je ne suis pas sûr que ça soit une guerre, parce que l'ennemi n'a pas d'armée, il ne nous choisit pas, le virus n'a pas de projet stratégique. Je pense que c'est surtout une guerre contre nous-mêmes, c'est-à-dire remettre en question nos hiérarchies. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Notre survie biologique ou la défense des idéaux? Qu'est-ce que l'on est prêt à ériger en valeur suprême pour mourir? Aujourd'hui, si on nous dit êtes-vous prêt à mourir? Mourir pour quoi? Mourir pour la patrie, il y a de moins en moins de monde. On a d'ailleurs fait l'armée de métier pour ça, et quand les soldats meurent, on est tous déchirés. Mourir pour des idées politiques, c'est passé de mode. Mourir d'amour, oh, ça arrive encore, mais c'est rare. Il n'y a guère que pour ses enfants que la plupart des gens diraient oui, si c'est eux ou moi, je préfère mourir et mes enfants continuent à vivre. C'est dire si on a porté le culte de notre petite vie biologique très haut, puisqu'on est prêt à tout sacrifier, peu importe qu'on ruine l'économie, on ne veut pas mourir au nom de la grandeur de la France, de la puissance de la France, de l'économie de la France. On s'est soumis à la peur? On s'est soumis à la peur. La peur, est dans l'homme et la femme occidentaux modernes, la peur est terrible. Parce que beaucoup de gens ne croient plus en l'au-delà. Beaucoup de gens se disent qu'il faut prendre tout ce qu'on peut prendre dans cette vie, sur cette terre, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait après, et que donc, dès qu'il y a une menace, tout peut s'effondrer. Et on a très peur. Alors c'est bien comme sentiment, parce que c'est parce qu'on a peur qu'on a fait des progrès en sécurité routière, qu'on fait des progrès pour se protéger les uns les autres, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut dire à sa peur, tais-toi, reste où tu es. Certes, j'ai peur, parce qu'on me dit qu'il y a un risque, mais je vais être courageux, c'est-à-dire non pas ne pas avoir peur. Celui qui n'a pas peur, c'est un inconscient, c'est pas un courageux. Mais passer par-dessus cette peur, parce que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'ouvrir mon restaurant, de monter sur scène pour jouer. Ça vaut la peine d'aller à l'hôpital soigner des gens. Les médecins, ils ont surmonté leur peur, parce qu'ils n'étaient pas équipés pour résister au virus, ils sont quand même allés soigner des gens. Et puis vous expliquez il faut surmonter que certains Français auraient pu peut-être, d'ailleurs, pendant cette première période de confinement, aller proposer leur aide dans les hôpitaux, plutôt qu'aller se planquer, pour reprendre votre terme. Exactement, bien sûr. Je pense qu'il y aurait eu des volontaires pour passer par-dessus cette peur et faire acte de courage, c'est-à-dire pour être dans une attitude de peuple en guerre et qui résiste. Mais que la consigne collective était trop forte pour cela. On a aussi dissuadé ceux qui étaient prêts à mener vraiment la guerre au virus. Et puis surtout, comment on en sort? Parce que qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre qu'il y ait 0 contaminé, plus un virus dans tout le pays? Ou alors, parce que ça, il faudra attendre peut-être des années et on n'aura plus du tout d'activité. Ou alors on va attendre quoi? Qu'il y ait 1000 personnes en réanimation? 500 personnes? 1500? Quel est le curseur? Et le pouvoir politique s'est engagé dans une voie assez compliquée, parce que dire officiellement aujourd'hui l'épidémie est finie, ça sera très très dur. Quel est le politique qui a le courage de dire bon, à 200 morts par jour, on rouvre tout, on reprend toutes nos activités parce qu'on peut supporter 200 morts par jour. Pour ceux qui ont parmi les 200 morts des proches, ça va sembler inhumain. Bon là on est à 350, 400, 500 morts par jour.
où on va mettre le curseur de la fin de l'épidémie. C'est une question politique très intéressante. On va terminer avec une question politique. Christophe Barbier, vous reprochez dans ce livre les mensonges par omission du gouvernement, des gouvernements. Est-ce que finalement, notamment sur la question des masques au début du confinement, au début de l'apparition de l'épidémie, est-ce que finalement cela va éroder à long terme la confiance dans le pouvoir ? Oui, c'est une grande défiance qui va naître de cela, parce que le pouvoir pouvait reconnaître tout simplement la vérité. On n'a pas de masque. Pourquoi ? Parce qu'on a détruit ce qu'on avait. Ils étaient périmés, c'était trop cher d'en racheter. C'est un peu ce qu'a fait Édouard Philippe. C'est un peu ce qu'a fait Édouard Philippe, mais avec beaucoup de prudence. Et puis bon, évidemment, en rejetant la faute sur les gouvernements précédents. Mais après combien d'hésitations, d'atermoiements et de communication maladroite. Mais pourquoi les politiques ont fait ça ? Ils ne sont pas méchants, les politiques ne sont pas idiots. Les politiques ont peur du pouvoir judiciaire. Et ils savent qu'aujourd'hui, pour la moindre décision, mais aussi pour la moindre non-décision, on peut se retrouver avec une plainte à la Cour de justice de la République et aller devant des tribunaux. Donc les politiques, eux aussi, ont été saisis par la peur du tribunal, et tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont mis à l'abri des décisions des médecins et des conseils des médecins. Pour pouvoir dire le jour venu, c'est pas de ma faute. J'ai décidé ça parce que j'avais un communiqué de l'OMS ou une note de la Haute Autorité de Santé. Et donc là aussi, le politique, qui doit être le lieu du courage, de l'audace, et puis après on assume la responsabilité, le politique a été le lieu de la peur et du risque zéro, de la recherche du risque zéro. Et ça, c'est la mort d'un pays. Quand on recherche le risque zéro, on est sûr d'échouer. Il faut chercher le risque calculé, prendre le maximum de risques sans être un casse-cou, aller le plus loin dans le risque calculé pour la grandeur du pays sans mettre en péril les gens. Et c'est très difficile aujourd'hui d'être un bon calculateur de risques. Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir été mon invité. Je rappelle le titre de votre nouveau livre que je conseille vivement à nos auditeurs, Les tyrannies de l'épidémie, paru chez Fayard. Votre interview est à retrouver sur notre site et en vidéo sur notre page YouTube. On vous dit demain. À demain matin, 8h30, Sacha Houlier, invité. En toute franchise, sur Radio J. Bon après-midi à vous.